Nous allons donc passer à la dernière présentation qui va nous amener dans l'infiniment petit et où l'orthopédiste devient micro-technicien. Merci beaucoup, messieurs les modérateurs, mes chers collègues, merci de l'honneur que vous nous faites de me recevoir ici pour parler de ce sujet. Mathieu Olivier parlait dans sa dernière diapo concernant la recherche du plaisir, qui était une notion qui était importante. Je voulais vous parler du plaisir qu'il m'a été donné de découvrir en fait, au travers ces nanomatériaux, la physiologie osseuse normale, et c'est j'espère là que je vais vous emmener. Alors je vais peut-être ouvrir des portes ouvertes, mais moi j'ai découvert beaucoup de choses que je n'avais pas apprises pendant mes études en travaillant sur ce sujet. Alors, vous savez que les biomatériaux sont utilisés depuis longtemps pour remplacer une fonction, mais vous savez également que le statut du biomatériau a évolué dans le temps. Initialement, enfin, pour éviter les réactions adverses des tissus, on essayait d'avoir une biocompatibilité la moins marquée possible pour que ce matériau n'ait pas de conséquences. Et puis, au cours du temps, et notamment pendant le XXe siècle, cette notion, elle s'est transformée avec une notion de bioactivité du matériau. Et à l'heure actuelle, quand on va utiliser des matériaux, on va leur demander un certain nombre de propriétés, un cahier des charges qui peut être assez important. Et on va par exemple leur demander de remplacer une fonction ou d'éviter des complications de réactions tissulaires ou de guider les réactions tissulaires. J'ai essayé de trouver ces mots par rapport à l'orthopédie, ce qui est également peut être présent dans d'autres spécialités. Alors, vous connaissez probablement tous ce que c'est que un nano-objet. C'est un objet qui est compris par définition entre 1 et 100 nanomètres dans une des dimensions, de ces 3 dimensions. Alors ça ne parle pas beaucoup comme ça, on peut dire qu'il y a autant de différence entre un nanomètre et une balle de tennis ou entre une balle de tennis et la planète. Bon, ça ne parle pas non plus beaucoup. Par contre, l'exemple qui est juste en dessous, il m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire que si vous prenez un matériau avec une masse, et puis voilà, avec un cube qui fait 1 cm de côté, la surface de contact entre le matériau et son milieu environnant, il est de 6 cm², si je ne me suis pas trompé. Si on coupe la même masse en cube de 1 mm de côté, vous vous retrouvez avec une surface de contact entre le matériau et l'extérieur de 60 cm². Par contre, si vous allez jusqu'au nanomètre, vous augmentez cette surface de contact de façon extraordinairement importante. Vous avez, si mes calculs sont bons, 60 terrains de foot pour la même masse de matériaux. Et c'est là que l'importance des nanomatériaux est présente. C'est ce qu'on appelle la surface spécifique, les caractéristiques physico-chimiques de ce matériau, de ce nanomatériau, ils sont surtout là, c'est-à-dire l'énorme surface d'interaction entre le matériau et son environnement. Alors on peut classifier, comme Hansen en 2007, ces matériaux. On a bien sûr des matériaux qui sont nano-modifiés dans leur structure ou sur leur surface. Et puis ensuite, il y a le monde des particules, qui est un monde un petit peu différent de ce dont on va parler aujourd'hui, et qui a par contre une liaison importante avec le terme nano. On le verra tout à l'heure. Alors il y a 4 domaines qui vont structurer les nanomatériaux en orthopédie. Il y en a un que je ne maîtrise pas, qui est celui du diagnostic et de la thérapeutique, notamment de la thérapie ciblée pour les cancers. Mais il y en a d'autres qui vont parler aux orthopédistes, qui sont les thématiques d'ingénierie tissulaire, avec tout ce qui est matrice, les matériaux qu'on va structurer avant de les implanter, ou les modifications et les coatings de surface sur des implants déjà présents pour avoir des fonctions qu'on va envisager. Alors voilà, cette diapo fait peur, mais en fait, je vous ai résumé, il y a beaucoup de matériaux qui sont déjà utilisés en orthopédie, qui ont eu des études de modification à l'échelle nanométrique, et on les a caractérisés en physico-chimie, en biologie, et on retrouve l'ensemble des matériaux qui sont habituellement utilisés en orthopédie. Alors maintenant, je vais vous parler des surfaces, puisqu'on a parlé des surfaces sur les premières diapos.
Alors je ne vais pas vous dire que le matériau en lui-même, il n'est pas important. On sait qu'en orthopédie, il y a une contrainte mécanique, il y a une fonction structurelle qui est importante. Cette fonction, elle est prise en charge par la masse du matériau. Par contre, on a, si on veut avoir une bioactivité, il faut que la surface de ce matériau, elle ait une fonction dédiée. Et si on réfléchit en termes de complications, par exemple sur cette prothèse de hanche, eh bien on se rend compte que, mis à part l'instabilité de la prothèse de hanche, dans le top 3 des complications qu'on va retrouver dans la littérature, que ce soit le décèlement, l'ostéolyse, l'infection, à chaque fois, c'est la surface qui est impliquée dans ces complications. Et tous ces phénomènes, l'usure, la corrosion, l'adhérence bactérienne, qui est un point important du début de l'infection, ou bien la stimulation de la réponse tissulaire, ou bien des caractéristiques physico-chimiques, elles sont importantes sur la surface des prothèses. Alors, évidemment, la question c'est à se poser, c'est est-ce que ces interactions entre l'implant et le tissu, on peut les modifier par l'utilisation des nanotechnologies, on va dire. Alors, les orthopédistes n'ont pas attendu les nanos pour savoir ça. On sait qu'ils sont responsables des propriétés biologiques. On sait qu'il faut les structurer pour avoir des choses qui sont un peu particulières aux implants, la fixation primaire, la fixation secondaire. Mais en réalité, on a une recherche, un développement de ces implants qui est toujours à l'échelle micrométrique maximale. Et quand on réfléchit en termes de clinique, on va réfléchir en anatomie, en tissu, mais on va aller jamais beaucoup plus loin, et c'est là que je voudrais vous emmener un petit peu. Alors si on revient sur l'os, qu'on connaît tous, quelques notions. Si vous prenez une cellule, comme ce globule rouge, quel est son environnement? C'est un environnement biochimique. Il va avoir des informations qui vont transiter vis-à-vis du tissu, des cellules environnantes, par rapport à des messages biochimiques, on est d'accord, ou physico-chimiques du liquide dans lequel il baigne. Le tissu de soutien, il a une caractéristique qui est très intéressante, c'est qu'il va avoir un contact avec son environnement qui est direct, c'est-à-dire qu'il va palper en quelque sorte son environnement. Voilà une image qui est magnifique, qui est d'un ostéoblaste en microscopie électronique à balayage, qui a été un peu modifié. Ça, c'est les nôtres, c'est un peu moins joli, mais on voit que par rapport à l'environnement extracellulaire, on a des structures cellulaires qui vont directement au contact physique de la matrice extracellulaire. Je vous emmène avec un microscope électronique voir au sein d'un os humain qu'on a fait. Donc c'est un morceau d'os spongieux avec des logettes ostéocytaires. Et puis on va zoomer un petit peu, on va voir dans cette zone fracturaire l'organisation un petit peu ultra structurelle de cet os, mais on est encore dans des échelles qui ne sont pas très importantes. On va aller un petit peu plus loin. Ça, c'est une échelle d'1 micron. Vous voyez encore cette organisation dont on sait qu'on va retrouver du collagène. Et puis voilà l'agrandissement qu'on a pu faire, nous, maximal. Et on voit l'aspect ordonné qui va initier la compréhension des molécules de collagène. Mais ce que je voulais vous montrer sur cette photo, c'est que cette échelle-là, en fait, si je mets à l'échelle une cellule osseuse, c'est son environnement. C'est-à-dire que la cellule osseuse, elle vit dans cette échelle nanométrique. Alors on sait que l'os, il a plusieurs échelles, mais que pour la cellule, son environnement, ce sont des nanomètres. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre la cellule et son environnement extracellulaire, donc sa matrice extracellulaire de tissu de soutien? Ce sont des liaisons mécaniques, dont on va comprendre qu'elles sont envers la matrice extracellulaire faite de collagène principalement. Et puis il y a des molécules d'attache qui sont dédiées, qui sont principalement des intégrines. Les intégrines, c'est une protéine, un alliage de protéines qui est transmembranaire à la cellule osseuse, ou à d'autres cellules d'ailleurs, et qui va repérer un certain nombre de motifs d'acides aminés dans son environnement extracellulaire et qui va transmettre l'information. Alors il n'y a pas que ces intégrines, mais ce sont les plus importantes pour l'os en tout cas. Et ces zones de liaison, elles vont s'organiser en zones d'adhésion focale. Je n'ai pas trouvé trop de traduction autre que ça. Et on est toujours dans l'ordre des 10-15 nanomètres.
Et ce qui est intéressant, c'est que ces zones de liaison entre les matrices et la cellule, elles sont directement en liaison avec le cytosquelette cellulaire. Voilà. Et ce qui est important, une notion qui m'a toujours... qui m'a fait comprendre beaucoup de choses, c'est ça, c'est la mécanotransduction. C'est la liaison qu'il y a entre la physique et la cellule. Et ben, pour l'os, c'est ce phénomène, c'est-à-dire que la mécanotransduction par ces éléments transmembranaires va convertir un signal mécanique, qui est celui de la contrainte mécanique sur la matrice extracellulaire, la rigidité du matériau, ou bien on peut imaginer la pesanteur ou un certain nombre d'autres éléments, qui va donner une réponse adaptée de la cellule à son environnement physique. Et il y a des études qui montrent que quand on va modifier dans la matrice extracellulaire les forces, les contraintes, on va modifier la réaction du cytosquelette intracellulaire. Et on va avoir un certain nombre de réponses qui vont de l'apoptose, qui vont à la stimulation de la différenciation, de la prolifération, une réponse cellulaire. Il y a même des chercheurs qui travaillent sur la modélisation de cette mécanotransduction et je vous invite à aller voir ça, c'est tout à fait passionnant. Juste pour mémoire, c'est comme ça que les cellules, celles qui ont une destinée à se mouvoir, vont se mouvoir, c'est-à-dire qu'elles vont palper leur environnement, elles vont créer des liaisons, elles vont modifier leur cytosquelette et puis elles vont se déplacer de la sorte. Donc c'est un sujet, moi, qui je trouve extraordinaire. Alors quand on met un matériau dans le vivant, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la même chose. Si vous mettez des cellules mésenchymateuses de moelle ou des fibroblastes sur des structures ordonnées à l'échelle micro ou nanométrique, elles vont s'ordonner sur ce... Donc elles vont percevoir en quelque sorte leur environnement et elles vont s'adapter à cet environnement. Il y a une notion fondamentale sur laquelle on reviendra tout à l'heure, c'est celle que in vitro, c'est très facile d'avoir des cellules au contact du matériau. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas parce qu'on va avoir une zone d'interface protéique. Et ça, c'est un problème, on le verra tout à l'heure. Alors, nous, dans le service, on avait travaillé à l'époque sur des nanostructures qu'on appelle des nanotubes de dioxyde de titane. C'est-à-dire qu'on modifie par voie électrochimique les surfaces des matériaux et on va fabriquer des tubes dont on peut modéliser la taille, l'espace intertube, la hauteur, enfin un certain nombre de choses, en fonction des produits, des temps, des voltages, enfin un certain nombre de choses. Voilà un exemple d'une vis d'orthopédie qu'on a récupérée au bloc et puis qu'on a nano-structurée. Je vous emmène, comme tout à l'heure, aller voir un petit peu ce qui se passe en augmentant l'échelle. Vous voyez, ici, on est sur le filet de la... Et puis, quand on commence à arriver dans des échelles micrométriques, on commence à voir ces structures qui sont à l'échelle nanométrique. Et 100 nanomètres, on a des distances intertubes qui sont d'environ 100 nanomètres. Et puis, l'intérêt, c'est qu'on peut évaluer la réponse biologique de ces cellules dont on sait qu'elles ont une notion de leur environnement en fonction. Ce sont des travaux qui sont ici publiés par des collègues allemands, mais on avait fait à peu près les mêmes. En fonction de ces différents environnements qu'on va appeler des nanotopographies, les cellules, elles vont pas réagir de la même façon. Elles vont être soit stimulées en prolifération, soit elles vont aller vers une apoptose. Et on arrive à comprendre par ce système de liaison cellulaire matériaux que dans certaines conditions, on va pas les favoriser dans leur développement. En tout cas, quand on lit la littérature, on sait que ces modifications à l'échelle nanométrique pour les cellules, elles ont une influence sur l'adhérence cellulaire initiale, la prolifération, la différenciation, sur l'effet antibactérien et même la réaction inflammatoire. Ça, c'est prouvé. Alors on s'est dit, on peut aussi peut-être imaginer qu'on va fonctionnaliser ces nanotubes, mettre des facteurs de croissance, des antibiotiques sur des surfaces. Alors on s'est heurté à des problématiques qui sont de physique pure, qui sont ceux de la nanofluidique. C'est-à-dire qu'il est très difficile de comprendre d'un point de vue physique les remplissages et l'évacuation de ces tubes du fait des échelles importantes.
Alors, la stratégie dont je vous ai parlé pour la colonisation des cellules d'intérêt, elle est également la même pour les cellules bactériennes. Et vous savez que les périodes initiales de contact, de colonisation de la bactérie sur le matériau, elle est très importante. Et donc, il y a plusieurs stratégies qui sont développées en nano pour essayer d'avoir un effet antibactérien avec ces stratégies. On retrouve d'ailleurs dans la littérature un certain nombre de choses. Mais il y a des verrous. Il y a des verrous scientifiques. Et le premier, c'est celui de la multifonctionnalité. C'est-à-dire que quand vous courez plusieurs livres en même temps, c'est compliqué. Et quand vous voulez à la fois améliorer le développement de votre réponse cellulaire, tissulaire à l'ostéo-intégration de votre matériau et en même temps aller sur un effet antibactérien, c'est plus compliqué à modéliser que quand il y a une chose à étudier. Donc ça, c'est les effets combinés. Il y a des fenêtres de tir, probablement, c'est ce qu'on retrouve dans la littérature, mais c'est pas très facile à évaluer. Il y a un autre verrou qui est celui des protéines adhérentes, je vous en disais un mot tout à l'heure. Il faut savoir que quand on va mettre un matériau, quel qu'il soit dans le corps humain, il y a plusieurs phases. Il y a des phases très rapides qui sont des phases d'hydratation du matériau. Et puis on va avoir des absorptions protéiques qui vont se modifier avant d'avoir réellement des cellules qui vont pouvoir venir au contact du matériau. Et ce qui est important à comprendre, c'est que ces protéines, elles ne sont pas toutes connues. On sait qu'il y en a qui sont très fréquentes, la séromalbuline, la fibronectine. Elles sont probablement les premières à venir au contact du matériau hydraté. Mais après, on ne sait pas bien comment ça se passe. Et en fonction des caractéristiques physico-chimiques de la surface, on va dénaturer la conformation tridimensionnelle de ces protéines interfaciales. Alors quand c'est sur une plaque, on arrive encore à le modéliser, mais quand c'est en 3 dimensions sur du nanomètre, c'est très compliqué à comprendre et à modéliser pour... Donc en fait, ça c'est réellement un problème. C'est-à-dire que in vivo, c'est vraiment strictement différent de ce qu'on peut faire au laboratoire, du fait de ces protéines qui viennent à l'interface entre le matériau et les cellules d'intérêt. Enfin, juste pour finir, un verrou qui est bien sûr réglementaire. Ce schéma-là, je le montre souvent. Malheureusement, il y a des difficultés. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Et en ce qui concerne les nanomatériaux, c'est le problème de la toxicité des particules. Et celui-là, il est établi, il est étudié, on le connaît, et du coup, tout passe avec l'eau du bain. C'est-à-dire tout ce qui va avoir un petit mot nano va être sujet à précaution importante. Et alors que, en fait, dans l'industrie alimentaire, on consomme des tonnes et des tonnes de produits de nanomatériaux dans cosmétiques, en emballage alimentaire. Les enfants sont entourés de nanomatériaux, mais en ce qui concerne le domaine de la santé, il y a un parapluie qui est tiré. Alors, il y a des rapports. Le dernier date de 2011 sur les matériaux qui sont d'origine nano, les nanomatériaux qui sont utilisés en France. Quand on fait le point sur 2019 au travers ce site qui recense tous les nanomatériaux au monde, en fait on n'en retrouve plus que 2, c'est surtout des modifications de matériaux comme de l'hydroxyapatite, ce sont des nanocristaux, et en fait il n'y a plus vraiment d'implants qui sont nanostructurés, peut-être encore un en dentaire. Voilà, je vous remercie, j'ai pas fait de conclusion pour ouvrir la discussion. Merci. Voilà, écoutez, merci pour cette excellente communication. Vraiment, cet après-midi était passionnante. Je suis stupéfait par ces jeunes orthopédistes. Monsieur le Président, vraiment, vous voyez, marquer les urologues, c'est exactement la même chose. Mais... Est-ce qu'il y a des questions? Vous avez... Oui? Mais vas-y. Tiens, pardon. Oui, merci pour cette belle présentation. Moi, j'ai une question. Finalement, c'est vu du côté de la cellule, à l'échelon nanométrique, c'est la réaction à corps étranger. Enfin, c'est ce qu'on a tous appris, non? C'est les macrophages, les lymphocytes, puis les fibroblastes qui viennent coloniser le corps étranger, non? J'étais trop long, mais j'avais encore d'autres diapos à vous montrer qui sont des réactions à corps étranger qu'on peut aussi modéliser avec des fils chirurgicaux ou des compresses ou des choses comme ça. Et il y a une séquence initiale qui est très importante dans l'orientation
l'orientation des cellules d'intérêt, qui peuvent être par exemple des fibroblastes qui vont fabriquer la coque fibroblastique de la réaction accord-étranger telle qu'on la connaît. Mais l'orientation, par la perception de l'environnement, elle peut tout à fait se faire vers de l'os. Voilà. Et ce qui est important de comprendre, c'est cette mécanotransduction. Ça va aboutir à une orientation du tissu de reconstruction. Absolument. Et on peut comprendre comme ça que un mouvement dans une fracture, ça empêche la consolidation osseuse. On peut comprendre pourquoi Thomas Pesquet, quand il revient de la station internationale, il ne peut pas tenir debout. Donc ça ouvre la voie, c'est la clé entre en orthopédie, la mécanique, c'est quand même très important, et ça permet la compréhension entre la mécanique, la physique et la biologie, et je trouve que c'est très intéressant. Merci. Y a-t-il une autre question ou une autre intervention? Oui? Non? Pardon, vas-y Stéphane. Alors moi j'ai été émerveillé de voir vos têtes, parce que nous on vous voyait. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que nous les médecins, quand on nous explique comment ça marche, on est baba. Ouais. Et il fallait voir vos têtes. C'était extraordinaire de vous voir regarder ces cellules, ces relations et tout. Et je me dis, ça c'est vraiment extraordinaire parce que c'est quand même un truc qui nous passionne tous. Et je crois que là, le spectacle était également dans la salle. Voilà. Merci Stéphane. Monsieur le Président, vous voulez conclure ou Je délègue au vice-président cette tâche qui va faire absolument parfaitement parce que tu m'as dit le verbe probablement beaucoup mieux. Non, mais après ce que vient de dire Stéphane, effectivement, il n'y a rien d'autre à ajouter. Moi, je voudrais féliciter tous les orateurs. Et toi, en tant que président du CNU, tu as du grain à moudre là, parce que c'est vraiment le dynamisme, la jeunesse, et puis dans des formes de présentation qui étaient parfois considérées par certains d'entre vous peut-être comme un peu trop dynamiques, mais je voudrais dire encore aux orateurs, non, il n'y a jamais trop de dynamisme. Et que tout ceci, en matière d'orthopédie, comme le disait le poète, jaillira pour nos patients comme une rare fleur. Merci à vous.